historiquement, moi je suis depuis une vingtaine d'années sur le site de Montauban et j'ai commencé à former le personnel au projet de vie et à travailler sur le sens qu'on donne en travaillant en maison de retraite dès 1994. Ensuite, j'avais un peu l'impression que j'étais dans l'incantation et on avait beau avoir des belles idées, de la générosité, mais ça ne suivait pas ni dans l'organisation ni dans les moyens. Donc on a refait toute l'organisation en fonction de protocoles qu'on a rédigés, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple rapide, comment faire une toilette dans le respect de la personne. Donc on a pris un chronomètre et on a pris notre temps, et on a calculé le temps sur toute la journée du résident, et on s'est rendu compte que par jour, il nous manquait 6 ou 7 postes pour ne pas maltraiter les gens. Ça, c'était en gros en 2001. Après, on a eu des postes supplémentaires, on en a eu 5 par jour, ce qui était quand même une belle performance, mais c'était l'époque des emplois jeunes, des fins de section de cure médicale pour ceux qui ont connu ça. Et on s'est rendu compte quand même, là c'était l'époque où arrivait un petit peu la vague des personnes désorientées, on avait de plus en plus de problèmes, de comportements, et je demandais au personnel, aux soignants, aides-soignants, agents de service, etc., de faire de l'animation. Mais on me disait, Monsieur Bertin, le problème c'est que nous, quelqu'un qui ne répond pas, on ne sait pas quoi lui dire. Donc il voulait avoir une formation sur l'animation pour les personnes désorientées. Et j'étais un peu démuni et on n'avait aucun conseil pour savoir comment on faisait quand quelqu'un vous parlait de la vache qu'il fallait traire, etc. Bon, vous connaissez tout ça. Et je suis allé sur un site internet parce que c'était l'époque en 2002 où on commençait à s'informatiser au niveau internet, avoir les adresses mail. J'ai tapé Géria quelque chose, je suis tombé sur une liste de discussion. Géria liste et j'ai demandé est-ce que vous connaissez un organisme qui pourrait former pour aider le personnel, pour l'aider à savoir quoi répondre à des résidents qui sont partis dans leur monde. Et 8 établissements différents m'ont dit l'humanitude. Bon, je me suis dit, des fois, c'est vrai que pour les grosses formations comme ça qui concernent tout le personnel, je reçois jusqu'à 6-7 organismes de formation. Là, j'ai gagné du temps. Je me suis dit, 8 établissements qui disent que l'humanitude, ça fonctionne, on y va. Ça a pris un peu de retard, ils nous ont oubliés. On a formé le personnel, on a commencé en 2004. Et comme toute formation importante qui concerne tout le personnel, je suis allé à la première demi-heure de la formation pour motiver les troupes, etc. Et à ce moment-là, écoutez, je suis resté 1 heure, 2 heures, et puis je me suis fait un peu absorber par ce que je pressentais comme étant quelque chose un peu... je sais pas, je me disais, je dis toujours ça, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est balèze. Donc je suis resté les 4 jours, les rendez-vous ont été décommandés, et ça a été vraiment un choc culturel et une façon différente de voir les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé en 2004. Ça m'a tellement émotionné à l'époque qu'en en reparlant, ça me touche toujours. Parce qu'on a vu des choses, des gens avec qui on pouvait arriver à rien au niveau de la toilette, par exemple. Mais la toilette, c'est un peu la petite porte d'entrée de l'humanitude. Et un formateur qui ne connaissait pas le résident, dont on avait parlé pendant 10 minutes, on prenait la personne qui posait le plus de problèmes aux soignants, qui frappait les soignants, etc. Et le monsieur vient, et il fait une toilette pacifiée, comme ça, alors qu'il n'avait jamais vu la personne. Bon, c'est vrai que ça interpelle, on se dit, bon, il y a quand même des compétences derrière. Depuis, on a formé tout le monde, on n'a jamais formé 2 fois les mêmes personnes. C'était un peu historique. Vous voyez pourquoi on est arrivé à l'humanitude? En fait, c'est un peu par hasard, mais depuis 2004, on n'a aucune intention d'en sortir. Moi, personnellement, je ne connais que l'humanitude. Enfin, l'humanitude, et puis on a fait aussi un terminal de Poirier, donc un PDM à la résidence. Mais donc je ne pourrais pas me permettre de comparer les méthodes entre elles. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement ce que les soignants ressentent. Et ce qu'on voit au quotidien, c'est que les soignants à qui on a appris des techniques de soins au niveau des IFSI ou pour les écoles d'aides-soignantes ou d'infirmières, ce qu'on ressent là, c'est qu'elles trouvent du sens à leur travail. Souvent, moi je viens aussi du monde sanitaire, on finit par oublier qu'on s'occupe d'un patient, d'un résident, et on gère une pathologie, on gère un soin particulier, alors que là, ce qui est important, c'est effectivement le fait que nous, grâce à l'humanitude, elles ont vraiment pris conscience que c'est le résident qui est au centre de leur travail.
Et quand je parlais des différentes méthodes, c'est vrai qu'on connaît un autre établissement où la directrice avait fait le choix de faire intervenir Nicole Poirier. Et puis elle se demandait ce que l'humanitude pouvait lui apporter en plus, parce que voilà, il y avait déjà tout son personnel était formé avec Carpe Diem. Et puis nous, on connaissait l'humanitude, mais on ne connaissait pas Nicole. Et puis on a fait le choix de les faire intervenir. Et en fait, on se rend compte que toutes ces méthodes ont quelque chose à apporter tant aux soignants qu'aux résidents, mais dans un sens comme dans l'autre. Donc je pense qu'effectivement, à un moment, et heureusement, elles vont toutes dans le sens de la bientraitance, de la reconnaissance de la personne et de ses capacités, toujours partir des capacités, alors qu'effectivement, on nous demande d'évaluer des résidents en fonction de leurs défaillances, voilà, de tout ce qui ne va plus. Or, je trouve que pour les soignants, c'est très valorisant de donner un regard positif sur leur travail au quotidien, sur les résidents dont elles s'occupent. En 2013, pour un groupe de 10-12 personnes, 4 jours, c'est déplacement compris 4 836 €. Donc ça a peut-être un petit peu augmenté depuis 2 ans, mais je dirais que c'est dans les tarifs moyens, aux alentours de 1 000 € par jour, plus les frais de déplacement. Je crois qu'en moyenne, c'est ça. Hein. Une formation, ça peut aller de 750 € par jour, toute formation. Hein. Moi j'en ai vu jusqu'à 1 900, 2 000 € par jour. La méthode humanitude, je la trouve, mais je peux en parler parce que je la connais. Je ne fais pas de comparaison, mais c'est vrai qu'il y a une certaine philosophie, un regard porté sur le résident, sur la dépendance, sur les capacités de la personne, et aussi une réflexion vraiment complète sur le sens qu'on donne au travail, j'allais dire du soignant, mais pas que du soignant, hein, du directeur, de l'agent d'entretien, du cuisinier. Ça concerne vraiment tout le monde. Et c'est ça l'axe principal de la recherche et du travail en humanitude, cette philosophie de soins. Qu'est-ce qu'un soignant, qu'est-ce qu'un être humain? Mais ça rejoint beaucoup tout ce que vous avez dit, parce que j'ai l'impression de vous entendre parler aussi d'humanitude en même temps, mais vous également, quand j'en parle. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que ça apporte des réponses concrètes aux problématiques soignantes. Moi, je voulais absolument une formation qui donne des résultats tout de suite et qui donne des outils. Et quand le formateur en 2004 est intervenu, on avait 5 résidents avec des toilettes problématiques, des comportements problématiques tout au long de la journée, avec des cris, des hurlements, des cris furents, etc. Et au bout de quelques semaines, on est passé à une personne. Donc ça veut dire que cette formation, en formant qu'un groupe, a résolu 80% des problèmes qu'on pouvait rencontrer. Autre point concret aussi, si je peux me permettre, c'est que j'ai cette mémoire-là du GMP qu'on avait en 2000. C'était 492, donc c'était peu. Et on avait des gens qui pesaient 32 kilos, qui étaient rétractés. Et je me souviens d'une résidente, elle avait une escarre sacrée, on pouvait mettre le poing dedans. Actuellement, on est un GMP, bon, je vous ai dit, entre 670 et 830. On n'a aucune personne comme ça. On n'a plus de temps de grappatisation. La représentation du vieillissement, c'est on se dégrade petit à petit. C'est c'est contrairement aux anglo-saxons, c'est qu'on monte et puis après on descend dans nos capacités. Et pendant quelques mois, on reste alité grabataire, on meurt avec des escarres. Et il y a 10 ans, c'était relativement courant. Notre médecin coordonnateur, il y a 3 ans, a fait une étude sur Médréac, donc c'était sur l'UHR, enfin pas que l'UHR, tous les résidents. Et il a calculé que le temps de grappatisation, quand il y en avait, était de 11 jours. Donc c'est un temps très court. On a beaucoup de résidents qui décèdent, ils allaient au restaurant la veille, ou ils étaient en pleine forme. Donc on est passé d'une grande fin de vie dramatique, avec beaucoup moins de dépendance, à une fin de vie beaucoup plus agréable. On a peut-être sur 140 résidents, on a une personne qui a des escarres, peut-être, encore. Donc tout ça pour dire que la formation, ou le manque de formation, conduit à la dépendance des résidents. Maintenant, on le sait, on le comprend après. On l'a mesuré, on l'a constaté. Ces méthodes-là, je pense qu'il faut les intégrer dans le projet d'établissement. Ça doit être un peu la colonne vertébrale du travail qu'on fait auprès des résidents et qu'on fait aussi pour le personnel. C'est sûr que le personnel, il s'en trouve vraiment, comment dirais-je,
il y trouve son compte. Parce que des fois, on retrouve comme reproche fait à l'humanitude, il n'y a plus de liberté, etc. Alors que moi, je trouve que c'est vraiment l'opposé. C'est que l'humanitude donne la liberté à l'agent de réfléchir à ce qu'il fait, de remettre en cause les décisions d'équipe qui sont prises, etc. C'est au contraire, c'est la liberté du résident. Mais il faut aussi un management qui soit adapté à ces méthodes-là, c'est-à-dire donner de la liberté aux soignants. Et c'est pas toujours facile pour un directeur, même s'il se veut un grand élégant, c'est quand même difficile de donner d'autonomie aux soignants des fois, parce que ça veut dire donner du pouvoir. Moi je pense que si on veut que le résident ait du pouvoir sur son environnement, il faut que... Voilà, je pense que ça marche mieux quand le directeur donne du pouvoir aux soignants, et le soignant peut déléguer du pouvoir aux résidents sur les choix divers de son quotidien. Pour revenir à ce que vous disiez sur les coûts, effectivement, vous allez me dire que ce n'est pas le même budget, mais il y a aussi un gros travail de fait. On voit bien qu'il y a beaucoup moins, grâce en tout cas à l'humanitude, à ce qu'on connaît, beaucoup moins d'hospitalisation, beaucoup moins d'utilisation de médicaments. Donc c'est quand même un retour qui est quand même très positif aussi pour les conditions de vie des résidents. Et puis par rapport donc à l'humanitude, qui est basée sur 5 principes, qui sont donc 0 soin de force, sans abandon de soins. Donc ça donne du sens aux soignants, de savoir pourquoi ils font les choses. On est des lieux de réels lieux de vie. Donc on a travaillé aussi, pas uniquement sur on va dire l'environnement, mais aussi ne serait-ce que sur les tenues de travail, où effectivement on ne travaille plus en tenue hospitalière parce qu'on n'est pas un monde hospitalier. Il y a différentes choses comme ça qui sont mises en place et qui valorisent énormément les soignants, puisqu'on leur apprend vraiment à exécuter des tâches en tant que soignants et soignantes infirmières. Or là, on leur demande de sans arrêt réévaluer leurs compétences et de mettre en avant les compétences des résidents pour pouvoir évaluer leurs pratiques.